Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi au soleil avant de travailler sur des affaires parfois particulièrement sombres. Le juge que vous êtes a vécu une trop courte histoire d'amour avec une femme considérée comme un bon parti. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Georges Fenech. Bonjour cher Jacques. Alors, vous avez eu plusieurs vies, celle de juge d'instruction, d'homme politique, et puis vous publiez Hermine, un livre très émouvant chez Guy Trédaniel, une histoire étonnante qu'on va évoquer, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre parcours. Le 25 mai 1963, un samedi soir, la télévision à 19h30 diffuse le premier épisode de ce feuilleton. Au nom de la loi. Au nom de la loi, avec Joss Randall. Exactement, Steve McQueen. Steve McQueen qui tenait le rôle de Joss Randall avec sa carabine à canon scié. Oui, et je ne ratais jamais. C'était le samedi soir. Oui, samedi soir. Ouais, et c'était fantastique. Oui. Et ça... Je l'ai découvert en arrivant en France parce qu'on n'avait pas la télé en Tunisie. Et donc, je découvre cette télé qui était dans une salle collective, commune. Je vois ce feuilleton. Magnifique. En fait, la Winchester a été vendue ensuite en France aux enchères au profit de l'enfance handicapée. Oui. Et c'est Gilbert Bécaud qui l'a acheté aux enchères à Paris lorsque Steve McQueen est venu à Paris. Et c'était un feuilleton où il y avait des débutants en stars qui s'appelaient Lee Van Cleef et James Coburn quand même, qui apparaissaient régulièrement. Je ne me souvenais pas, effectivement. Oui. Et c'est vrai que la télévision, vous ne l'avez pas connue. Je crois que c'est à Média que vous avez passé vos jeunes années en Tunisie. À Sousse, en fait. Je suis né à Sousse, mais j'allais très régulièrement à Madia. Madia, oui. Où se trouvait l'exploitation agricole, d'oléiculture de ma famille, c'est-à-dire de mon grand-père et de mon père et de son frère. Voilà. Je crois qu'une exploitation, il y avait 300 hectares d'oliviers. Ah, ça, je ne l'ai pas précisé dans le roman. On a fait des recherches. Oui, effectivement, c'est ça. Oui. Et c'est vrai que c'était assez rare d'avoir des exploitations aussi grandes. Il y avait 10 000 pieds d'oliviers, me disait mon père. 10 000. Et la particularité, c'est que je le raconte dans ce roman, cette vision qui m'est restée du chameau, enfin, le dromadaire, qui tournait autour du pressoir en pierre, dont le cou était relié par un axe central au pressoir, pour presser l'olive avec son noyau, d'ailleurs, ce qui lui donnait un goût très particulier. Et j'y suis retourné 40 ans plus tard, en pèlerinage avec ma mère, qui nous a conduits avec des officiels, parce que j'étais président du groupe d'amitié France-Tunisie au Parlement. Et là, j'ai reconnu ces grandes portes bleues de l'huilerie, et j'ai cherché le chameau qui n'était plus là, évidemment. Et ils avaient mécanisé, entre-temps, ce système de poulies pour presser l'olive. Oui, parce que les olives étaient récoltées à la main, en plus. C'était récolté à la main, olive par olive. C'était énorme. C'était c'était un métier de passion, en fait. Un métier passion, comme on dit. Et la Tunisie a remporté la première place mondiale au concours afro-asiatique d'huile d'olive vierge en 2024 à Abu Dhabi. C'est dire si c'est resté une spécialité tunisienne. Ah oui, oui. Alors, il y avait le dimanche, je crois, une fête traditionnelle avec les Bédouins. Ah, ça, c'était mon père. J'en ai gardé ce souvenir. Il partageait son repas avec ceux qui travaillaient sur l'exploitation, les Bédouins, comme on les appelait, les Bédouins. Et j'ai des vieilles photos en noir et blanc où je suis sur les bras de mon père avec tous les Bédouins autour. Et cette bédouine avec ses grandes robes et bijoux qui sert du thé dans des verres Beldi, j'ai tout ça à la maison et j'en garde un souvenir. Oui, et puis les jeux étaient très simples. Je crois que vous aviez une toupie et un cerceau. Oui, c'était les jeux que nous avions quand nous étions enfants. On jouait à la toupie. C'était des toupies en bois rondes et avec une cordelette qu'on lançait et puis la toupie tournait comme ça. Et puis le cerceau, évidemment, qu'il fallait faire tourner autour de sa taille. Mais il y avait aussi les osselets, qui étaient en fait des abricots, des noyaux d'abricots. On jouait aux osselets, vous savez. Oui. Voilà. Mais ce jeu est très ancien, puisque Socrate déjà jouait aux osselets lorsqu'il écrivait ses premiers textes. Ah, ça, vous me l'apprenez. C'est fou, hein, c'est un jeu très très ancien. Et puis il y avait aussi votre Madeleine de Proust, si j'ose dire, c'était les repas avec les fricassés de pommes de terre, avec toutes les spécialités tunisiennes, Georges Fenech. Oui, ça m'a été attaché à ma grand-mère, Éléonore, qui habitait à Sfax. Et là, à l'époque, elle habitait à Ferryville, qui était une ville très française, Ferryville, qui est devenue, depuis l'indépendance, Menzel Bourguiba.
la ville de Bourguiba, mais pour moi, c'est toujours Ferryville, Et elle éternellement. s'appelait Ferryville parce que c'est Jules Ferry qui avait, je crois, fait débuter le protectorat en Tunisie. Ah ben ça, je ne savais pas. Ça venait de là. Donc, je vais écrire un tome 2. Hein. Vous apprenez tellement de choses formidables. Et donc c'est vrai. Et donc, voilà, ma grand-mère, voilà, elle m'appelait... alors, dans le roman, je m'appelle Vincent en italien, Vincenzo, je m'appelle Enzo. En fait, c'est mon prénom, vous le savez, c'est Georges. Et elle m'appelait Giorgino, en italien. Et petit Georges, voilà, j'étais son... Comme elle n'avait eu que 2 filles, j'étais le premier petit garçon, donc elle s'était approprié ce petit garçon qui arrivait dans la famille. Ma mère était très jeune, elle m'a eu à 19 ans. J'ai été élevé en grande partie, en fait, par ma grand-mère. Et je me souviens de ces fricassés merveilleux. Puis il y avait aussi les cornes de gazelle. Et les cornes de gazelle, bien sûr. En fait, au départ, je crois qu'elle servait à accompagner le thé à la menthe avant de devenir un plat traditionnel tunisien. D'accord, vous êtes un fin connaisseur. Hein. Et puis, il y a aussi un souvenir d'enfance, Georges Fenech, que vous évoquez dans ce livre, Hermine. C'est la voix du mézin appelant la prière depuis le haut du minaret. Oui, ça, elle résonne encore dans mes oreilles. Ça me faisait toujours un peu peur, hein, cette voix un peu lugubre qui venait de très haut. Depuis les minarets et qui ponctuait les heures de prière. J'ai grandi avec ce chant du musulman, bien sûr. Oui. Et puis, grandir, ça veut dire l'école. Et l'école, c'était un microcosme qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Oui, mais nous étions voilà, des enfants d'origine française, maltaise, juive, arabe. Il y avait toutes les nationalités. Nous étions tous des petits copains qui nous entendions bien. Il n'y avait pas de différence entre nous. Vous voyez. Je dis, on avait inventé bien avant l'heure le fameux vivre ensemble. Exactement. Et bon, l'école, c'était pas d'une modernité absolue. Je crois que les pupitres en bois, il y avait des générations d'enfants qui étaient passés dessus. Et oui, on avait le porte-plume avec l'encrier en ivoire et puis les bureaux en bois, bien sûr, le tableau noir, la craie, enfin, oui, tout ce qui nous rappelle notre enfance que vous avez connue, que j'ai connue. Mais même en arrivant en France, j'ai retrouvé ces décors d'école anciens. Voilà. En même temps, quand on pense que le stylo bille a été autorisé juste en 1960 à l'école, avant, il n'y avait pas droit. Mais non. Mais c'était pas si mal que ça. Mmh. Et puis, il y avait quand même une vie de douceur, c'est-à-dire que vous aviez des camarades que vous avez perdu de vue un jour ou l'autre, mais qui sont restés dans votre cœur. Qui sont restés dans mon cœur. J'ai quelques photos d'école, vous savez, on est assis avec le maître d'école à côté sur des bancs et on tient une ardoise de CM1, CM2, vous voyez, avec l'année dessus. Ça, j'ai encore ça. C'est des visages qui me sont familiers parce que je regarde souvent ces photos et je n'ai aucun nom, malheureusement, qui me revient et aucune nouvelle de qui que ce soit. C'est un monde perdu pour moi. Un monde perdu. En quelques heures, vous étiez en pleine classe, on vient vous chercher pour partir, Georges Fenech. Oui, ça, je l'ai gardé en mémoire. Ça a été très brutal. Notre départ, vous savez, les biens que nous avions, que ma famille possédait, c'est-à-dire leur maison, ils avaient un grand café aussi, ils avaient cette propriété. Tout a été nationalisé, c'est-à-dire on a été exproprié du jour au lendemain. Après la crise de Bizerte. Après la crise de Bizerte, tout à fait, où il y a eu beaucoup de morts. Hein, et donc, voilà, il a fallu fuir en réalité. J'ai même un oncle qui a été abattu. Hein. Et donc, il a fallu fuir rapidement et mon père est venu dans la classe. Je me souviens très bien de cette image. Vous savez, ça impressionne hein, quand votre père rentre dans la classe. Qu'est-ce qui se passe? Il dit effectivement, embrasse ta maîtresse. Et elle m'a dit quelques mots et je suis parti dans ce taxi avec mon père, ma mère, mes 2 petites sœurs. Direction Sousse, Tunis, La Goulette, le bateau, Marseille. Et Marseille, par un mois de février de 1963, alors c'était peut-être une des dates que vous aviez retenues. Non. C'était, ça c'est historiquement vérifié, le jour le plus froid du siècle. Vous imaginez, pour un petit garçon qui est né au bord de l'eau, qui passait son temps sur les plages, arriver à Marseille sous la neige, ce qui est quand même pas très très fréquent non plus. Voilà. Et je raconte qu'heureusement ma mère nous avait bien emmitouflés dans ce qu'on appelait des Montgomery en Tunisie. C'est ces manteaux avec des attaches en bois, des Duffelcoat en fait. On l'appelait Montgomery parce que le général Montgomery, qui commandait les forces alliées du désert, portait ce type de manteau. Oui. Et donc vous vous retrouvez d'abord à Marseille et puis à Lyon. Les premiers mois sont très difficiles parce que vous êtes dans une maison avec à 5 dans une seule pièce. Oui, il a fallu évidemment être relogé. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans une grande maison bourgeoise
je me souviens très bien de son nom, c'était la Villa Alice, qui est devenue plus tard l'hôpital Henri Gabriel, dans un grand parc. Quand on est enfant, on voit ces grands arbres que je n'avais pas l'habitude de voir dans un grand parc. Et nous sommes restés effectivement dans une pièce avec mon père, ma mère, mes 2 sœurs, à attendre pendant au moins 6 mois une possibilité de relogement. Nous avons été relogés au bout de 6 mois. Vous savez, l'accueil a été quand même un peu difficile. Oui, parce qu'on parle beaucoup des pieds noirs algériens, mais rarement des pieds noirs tunisiens. C'est ce que je dis. On nous a oubliés. On nous a oubliés. Bien sûr que la guerre d'Algérie a été terrible, que le départ... Et puis, il y a eu beaucoup de morts, français, européens aussi. On se souvient... Mais en Tunisie, ça n'a pas été simple. Il y a eu aussi des morts, il y a eu des combats. D'ailleurs, quand on commémore tout cela, avec la FNACA, les anciens combattants, la FNACA, c'est l'Algérie et les anciens combattants, et les combats, dit-on, du Maroc et de la Tunisie. Il n'y a pas eu de guerre à proprement parler, mais des combats qui ont fait des morts. Mais quand on est enfant et qu'on vit tout ça, qu'est-ce qu'on ressent? Quels souvenirs en gardez-vous, Georges Fenech? Non, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Notre réinstallation, il y avait une forme, disons-le, d'ostracisme de la part de nos compatriotes de la métropole. Qu'est-ce que c'est que ces pieds noirs avec leur accent? Ces colons, ils en ont bien profité. Hein. Et donc, on était victime d'une forme d'ostracisme, quoi, que j'ai vécu aussi enfant. Et mes parents s'en sont jamais remis, au fond. Après, nous, on s'est adapté, évidemment. Moi, j'ai une culture 100% française, même si j'ai toutes ces Madeleines de Proust qui sont en moi. Mais ça n'a pas été simple. Cette culture française, on va l'évoquer à travers une autre date, le 20 décembre 1972. A tout de suite sur Sud Radio avec Georges Fenech. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Georges Fenech. Nous parlerons tout à l'heure d'Hermine, ce livre que vous sortez chez Guy Trédaniel. D'ailleurs, comme vous évoquez votre vie, il y a certaines scènes du livre qui servent de séquence dans les clés d'une vie. Et justement, il y a une date clé dans votre vie, même si elle ne vous concerne pas, car c'est le 20 décembre 1972 qu'à la télévision débute un feuilleton qui va vous valoir votre surnom. Le premier des 60 épisodes de Colombo. Car on vous a appelé Colombo, Georges Fenech. Oui, c'est vrai. Vous savez que je regarde toujours. Je ne rate jamais le samedi soir, sur la 10, chaîne TMC, les épisodes du lieutenant Colombo de Los Angeles. Je suis totalement aux anges quand je le vois apparaître avec sa vieille Peugeot 403 décapotable, toute défoncée, son imperméable et son éternel cigarios, et l'air complètement abruti, et il va évidemment résoudre l'énigme que tout le monde connaît, puisque la particularité de ce feuilleton, c'est qu'on sait qui a tué dès le départ. Oui. L'intérêt, c'est de savoir comment il va le découvrir. Il y a une autre série qui s'appelle Monk, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est le même principe avec un inspecteur, avec un ancien policier qui a des tics. Et c'est extraordinaire aussi. Comment on dit le titre? Monk. Ah oui, Monk. Je vous conseille de regarder Monk parce que c'est extraordinaire. Alors il se trouve qu'en plus, Peter Falk a acheté cet imperméable célèbre dans une fripe, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, il ne devait pas jouer le rôle. C'était Bing Crosby qui devait jouer le rôle, et il a refusé. Oui, j'ai vu ça quelque part. Alors il se trouve que c'est devenu votre surnom quand vous êtes devenu juge d'instruction. Oui, j'avais un peu cet imperméable un peu râpé, j'ai des photos, d'ailleurs la presse me l'avait dit, c'est la presse qui avait dit ça. Et bon, on cultive toujours un petit style, on aime bien, voilà, le jeu d'instruction. Le jeu d'instruction, ça impressionnait à l'époque, aujourd'hui encore. Mais voilà, et donc moi j'étais jeune juge d'instruction, j'aimais bien jouer un petit peu mon rôle là, de Colombo, vous voyez, simple, mais redouté. Et vous aviez une Sim Camille en plus. Oui, j'avais une Sim Camille, alors que bon, voilà. Voiture qui est née d'ailleurs parce que le canal de Suez, la fermeture du canal de Suez a entraîné des problèmes économiques et de pétrole, et c'est pour ça que Henri Pigozzi a inventé cette voiture économique, la Sim Camille. D'accord, elle avait une Sim Camille blanche avec des fauteuils rouges simili-cuir. Il se trouve que votre vocation, justement, de juge d'instruction, vous est venue dès l'école en regardant vos camarades qui étaient mieux nantis que vous, Georges Fenech. Mais pour moi, ça a été une revanche sur le sort, sur cet arrachement à la terre natale, cette perte de nos repères, de ce que nous étions, de ce que nous pouvions représenter même socialement, parce que ma famille était aisée à l'époque, et puis tout d'un coup, on avait tout perdu. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est effectivement d'abord l'éducation de mes parents, toujours très attentionnés, mais également l'école, c'est ce qui m'a sauvé, vous voyez. Donc, je suis accroché à ces études, je me dis, voilà, la fonction de magistrat, déjà très tôt, j'y pensais,
comme une fonction d'autorité, une fonction de responsabilité, qui serait une forme de réhabilitation un peu pour ma famille aussi. Et puis, je crois que ça se passe, vos jeunes années, à Givors, près de Lyon. Oui, voilà, parce que c'est là que ma famille va pouvoir se réinstaller en exploitant un modeste bar-restaurant, mais quand même, qui nous a permis de vivre, d'être logés, de nous nourrir, de faire nos études, et nous n'étions pas malheureux au fond. Je crois que votre mère chantait aussi de temps en temps. Oui, oh bah, elle chantait merveilleusement. Ma mère était une Italienne et qui chantait comme Dalida, et qui avait son répertoire, et qui, à Lyon aussi, se produisait. Je me souviens dans la salle de spectacle qui s'appelait le Broadway. Elle avait des grandes robes en paillettes. J'étais très fier de ma maman quand je la voyais monter sur scène et qui chantait merveilleusement. Alors, il se trouve que la première ligne de chemin de fer en France, c'était la ligne Lyon-Saint-Étienne, et elle s'arrêtait à Givors et pour le transport des marchandises en 1830. Oui, alors Givors, c'est une cité ouvrière, en réalité, qui est restée communiste jusque très récemment, pendant plus de 65 ans, sans discontinuer. Et il se trouve que plus tard, je serai élu député où j'aurais battu la gauche. Je suis parti en terre de mission. Vous voyez, hein, le clin d'œil de l'histoire, le petit pied noir modeste qui arrive dans cette ville et qui, 40 ans plus tard, prendra la direction de cette circonscription. Quoi. Alors, les études... Je dis ça sans flatterie. Non, c'est la réalité. C'est la réalité, voilà. C'est le destin. Et d'ailleurs, il y avait des vieilles familles givordines qui se souvenaient de moi, qui se souvenaient très bien de mes parents. Des yeux bleus de ma mère, on me disait toujours « Ah, Marie, elle était magnifique » et tout. Donc, ce qui m'a permis de dire, vous voyez, je ne suis pas un parachuté, je suis d'ici. Exact, et vous y êtes resté. Ouais. Et vos études, d'abord, je crois que c'est le collège Ponsard à Vienne. Oui, le fameux collège Ponsard à Vienne, qui était un collège avec des murs d'enceinte très hauts, avec des barreaux. C'était assez impressionnant. Moi, j'étais très impressionné. Quand je suis arrivé tout jeune, j'avais 12 ans, pensionnaire, dans cet établissement, j'étais terrorisé, croyez-moi. Et il y a un professeur qui est devenu célèbre, c'est Marc Fumaroli, qui est devenu académicien français ensuite, qui a enseigné dans ce collège. Très bien. Et puis ensuite, il y a quand même eu un problème au collège, c'est votre première place qu'on vous a volée en classe de 4e en composition française, Georges Fenech. Oui, j'ai décidé de le raconter, ça. C'est des souvenirs très intimes et un peu douloureux, mais je pense que c'est bien que j'en ai parlé, ça me libère en même temps. En fait, vous étiez premier et parce que vous étiez un expatrié, Écoutez, à l'époque, on avait des compositions. Il y avait une composition par trimestre. Et en français, j'étais le premier à toutes les compositions. Donc, arrive la fin de l'année, on remet les prix d'excellence, voyez-vous, avec toutes les familles dans la cour d'honneur, tout un cérémonial, et on appelle les récipiendaires. Moi, heureusement, je n'avais rien dit à ma mère qui était présente. Et j'attendais lui faire la surprise. Alors, quand arrivait l'épreuve de français, j'étais en train de me lever, et c'est le nom du second qui a été appelé. Là, le monde s'est effondré pour moi. Et là, j'ai compris immédiatement que j'étais victime d'une injustice qui va sans doute me marquer toute ma carrière ensuite. Et il y a ma professeure de français, je me souviens très bien d'elle, Madame Marquet, qui m'a fait un petit clin d'œil, un petit geste, elle m'a dit de venir la rejoindre. Et elle m'a amené dans la bibliothèque, très discrètement. Elle m'a dit, tu choisis le livre que tu veux. Et j'ai choisi un très beau livre bleu sur les découvertes de Magellan. Et je suis reparti un peu réconforté avec mon livre. Magellan, qui a d'ailleurs découvert l'océan Pacifique, et comme il l'a trouvé très calme, il l'a appelé le Pacifique. C'est pour ça que ça s'appelle l'océan Pacifique. Et puis, il y a eu ensuite le travail que vous avez accompli, parce que Georges Fenech rentrait à l'école de la magistrature, même à Lyon, c'était pas évident. Pourquoi ? C'était beaucoup de travail. Hein. Quand on est parti de rien comme vous... Oui, c'était d'abord, il a fallu que j'assure le côté matériel de mes études. Hein. Mes parents ne pouvaient pas. Donc, je travaillais j'étais un étudiant salarié. Je travaillais la nuit et j'étudiais le jour. Voilà, donc ça n'a pas été simple. Enfin, je me plains pas. J'étais pas malheureux. J'avais ma Simcamine déjà. Et j'avais mon petit appartement très jeune. Et voilà, je faisais mes études, je travaillais. Et c'était un concours à l'époque très difficile, effectivement, et j'ai eu le bonheur, la chance de réussir ce concours. Ouais. En même temps, vous aviez échappé au service militaire comme soutien de famille ? Exactement, ce qui m'a permis de poursuivre mes études. Exactement. Ouais. Ouais. Et puis, je regrette. Hein. Ah bon ? Oui, les années en passé, j'ai dit, tiens, j'aurais dû insister pour le faire quand même. Oui, mais il y en a d'autres qui en ont pris pour leur grade avec vous. Mais c'était l'époque où on réformait, où on dispensait... Ouais. Très facilement. On sentait que c'était la fin
du service militaire obligatoire. Et puis, vous êtes dans un monde qui change, et ce monde qui change, il est symbolisé par une chanson que vous n'avez pas oubliée. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Blowing in the Wind, qui a été le premier succès de Bob Dylan en 62. Repris par Richard Anthony. Oui, Écoute dans le vent. Combien de morts un canon peut-il faire avant que l'on oublie sa voix? Exactement. Cette chanson vous a marqué, Georges Fenech. Oui. Pourquoi? Parce que Pourquoi elle m'a marqué? D'abord, je découvrais le folk song à travers Bob Dylan. Toute cette musique américaine que j'adorais avec Graham Wright aussi. C'est l'époque où je me suis mis à la guitare, et encore aujourd'hui, quand je me retrouve avec des amis, on chante ces chansons. Et il se trouve que cette chanson, pour Bob Dylan, ça a été le point de départ du guide spirituel du mouvement des droits civiques. Et les droits civiques, pour vous, c'est l'essentiel de votre vie. Mais évidemment, mais tout à fait, oui, une grande cohérence. Et en même temps, il y a eu quelques moments de fête. Je crois que vous êtes parti à Saint-Tropez faire des fêtes de temps en temps. Vous le racontez aussi dans ce livre. Ah bon, vous croyez que j'ai raconté ça? Oui, oui. J'ai lu quelque part, en tout cas. Je me souvenais pas de ça. Ouais. Il y avait Oui, des petites virées à Saint-Tropez, voilà. Bien sûr, oui. Mais ça veut dire aussi une vie de travail et de fête qui n'était pas évidente au départ. Écoutez, quand on a 20 ans, on profite de la vie, tout est possible, tout est devant soi. Et le jour où vous avez obtenu votre diplôme, c'était presque une revanche sur votre destin? Exactement. Ça a été une fierté pour toute la famille. Le jour de la prestation de serment, vous imaginez la robe noire, venant d'où nous venions, c'est-à-dire des olives de Mahdia au bord du désert. Je crois que j'étais le premier de la lignée, je dirais, à avoir fait des études de droit. Donc c'était vraiment quelque chose qui rejaillissait sur toute la famille, quoi. Et ça Mes sœurs aussi, elles ont été formidables, je tiens à le dire, hein. Elles ont eu des diplômes, elles ont fait des carrières formidables. Et puis ça a continué. Et j'ai trouvé une date aussi dans votre parcours qui est liée à l'actualité. C'est le 20 avril 2005. A tout de suite sur Sud Radio avec Georges Fenech. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Georges Fenech. Nous évoquerons tout à l'heure Hermine, votre livre chez Guy Trédaniel. Et il y a un bandeau qui dit « Tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire ». Bah justement, vous le dites aujourd'hui, puisque vous racontez votre vie dans ce livre aussi. Oui, et absolument. Et d'ailleurs, j'aurais dû mettre... vous savez, on s'écrivait par poème. Hein. Oui. On s'est toujours écrit par poème. Et j'ai retrouvé un poème où elle me disait « Il faudra que vous me parliez de votre enfance. C'est très important de connaître l'enfance de l'autre pour mieux le comprendre. » Vous voyez ? Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre le dialogue avec elle. Un dialogue, évidemment, surnaturel. Un dialogue de l'au-delà. En reprenant ces petits poèmes. On va en reparler tout à l'heure, mais là j'en reviens justement à votre parcours, non plus de l'enfance professionnelle. Le 20 avril 2005, vous passez au journal télévisé, ce n'est pas la première fois ni la dernière, c'est le journal d'Antenne 2, dont voici le générique. Et ce soir-là, vous faites un reportage sur quelque chose que la France entière découvre, qui est le bracelet électronique, Georges Fenech. C'est la première fois qu'à la télévision, on montre un bracelet électronique. Oui, j'en suis un peu à l'origine, oui. Puis, en fait, c'est le Premier ministre, M. Raffarin, qui m'avait missionné pour aller comprendre comment ça fonctionnait aux États-Unis, notamment, puis ça existait déjà depuis plusieurs années. Donc, je suis parti en mission, notamment en Floride. J'ai rencontré des détenus qui portaient ce bracelet en live, en GPS, hein, c'est-à-dire avec un suivi en direct de tous les déplacements des condamnés. Voilà, je suis voir aussi à Londres, ça se faisait. En Espagne, l'Espagne était très précurseur également. Donc j'ai fait mon petit rapport au Premier ministre, qui l'a retenu, et qui deviendra une loi sur effectivement le bracelet électronique. Qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Qu'on voit beaucoup et dont beaucoup l'apprécient. Je dirais l'apprécient, attention, hein. C'est une vraie peine, hein, un bracelet électronique. C'est pas, mais c'est quand même moins lourd qu'un emprisonnement. Oui. Une peine alternative, disons. Et je crois que l'idée, je me suis un peu renseigné, du bracelet électronique, c'est un juge du Nouveau-Mexique qui s'appelait Jack Love en 1983. Il y avait trop de monde dans les prisons et il a eu cette idée, il l'a proposée au gouvernement. Oui, ben ça évite effectivement l'incarcération. Donc ça évite la désocialisation, la perte des liens familiaux, professionnels. Ça cadre l'individu parce qu'il a des horaires qu'il doit respecter. C'est très dur. Moi, j'en ai vu aux États-Unis. C'est au bout de 6 mois, c'est très dur. 1 an, c'est très compliqué. On appelle ça les barreaux dans la tête. Moi, j'ai même vu des détenus qui se sont arrachés leur bracelet, qui ont préféré retourner en prison pour pouvoir vivre une vie plus tranquille, quoi. Ne pas être
toujours à respecter un certain nombre d'obligations. Donc, je vous dis ça parce que ça n'est pas une peine anodine, hein. C'est une vraie peine. Mais vous dites d'ailleurs dans ce reportage, Georges Fenech, que c'est dangereux pour la santé morale et que la limite, c'est 2 ans. Il n'y a pas de détenu qui puisse supporter, il n'y a pas d'individu qui puisse supporter plus de 2 ans un bracelet électronique. C'est très, très contraignant. Et vous pensez qu'on en parlerait autant aujourd'hui, Georges Fenech, De quoi? de bracelet électronique, dans l'actualité, avec tout ce qui s'est passé? Non, aujourd'hui, le bracelet électronique, quand on voit ces hordes déferler, ces jeunes s'entretuer, le bracelet n'est pas la mesure adaptée, bien sûr. Alors, il se trouve que cette mesure avait été prise par le juge d'application des peines qu'on appelle le JAP. Le JAP, on l'a connu grâce à Carlos à la télévision, qui a fait une série de 8 épisodes où il était le juge d'application des peines. Oui. Et cette commission, vous vous retrouvez à sa tête à la suite d'un long parcours, car avant d'arriver à ce stade, vous avez connu les mutations traditionnelles au début, Georges Fenech. Oui, comme tout magistrat ou fonctionnaire, on est amené d'abord à bénéficier d'avancement de carrière, donc on se déplace. Et puis au gré de ces demandes aussi, moi j'étais très désireux d'aller découvrir et exercer outre-mer. Et donc je suis parti comme substitut du procureur de la République à Pointe-à-Pitre, et je tenais mes audiences foraines sur l'île de Marie-Galante, à Saint-Barthélemy. J'adorais ça. C'est génial. J'adorais les Antilles. Et puis vous êtes devenu juge d'instruction à Lyon finalement. Voilà, ça c'était le Graal pour moi. Voilà, je suis devenu très tôt, d'ailleurs à 30 ans. Le but de tout cela, parce que vous n'avez peut-être pas encore mentionné, mais ça a été un flash info d'Europe 1 en 1975, mois de juillet. J'entends, j'étais encore étudiant à l'époque, j'entends cette nuit, montée de l'observance, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975, le premier juge d'instruction lyonnais, François Renaud, a été assassiné par des tueurs qui ont épargné sa compagne qu'il tenait au bras, qu'il a protégée de son corps. Le juge François Renaud, surnommé le shérif, qui se battait contre le gang des Lyonnais de l'époque, comme il se battait, comme il allait chasser l'éléphant en Afrique. Il venait de la coloniale, c'était une espèce de sergent-major des Indes, avec sa belle moustache, ses cheveux au vent. C'était un séducteur, c'était un magistrat hors pair, qui sortait des sentiers battus. Et il a été assassiné parce qu'évidemment, il troublait le gang des Lyonnais et leurs petites affaires. Et ce jour-là, je pense que j'ai eu, c'est à ce moment-là, vraiment le déclic. C'est quand on est jeune et tout, on va reprendre le flambeau. Et il se trouve que lorsque j'ai réussi le concours, que je me suis retrouvé ensuite juge d'instruction à Lyon, le doyen m'amène dans mon bureau et il me dit, c'était le bureau du juge Renaud. Imaginez l'émotion que j'ai ressentie. Et il ouvre un placard, une vieille armoire métallique. Il y avait un vieux dossier tout poussiéreux en bas. Il le sort, il me le met sur la table. Je vois assassinat contre X, donc auteur inconnu, victime François Renaud. Je ne savais même pas que le dossier existait encore. Pour moi, c'était mythique. C'était le film de Yves Boisset, le juge Fayardi, le shérif, interprété par Patrick Devers. Qui a été censuré d'ailleurs au début, ce qu'on a un peu oublié. Exactement, oui. Il y a tout un bip qui censurait certains passages. Et là, j'ai dit, je vais instruire l'affaire, qui a été le déclic pour moi, en réalité, quoi. Et je me suis jeté à corps perdu dans ce dossier pendant presque 10 ans, et malheureusement, j'ai échoué comme mes collègues qui m'ont précédé. On sait qui a fait on le sait aujourd'hui, on le sait. On n'a jamais pu le prouver, quoi. Et donc, voilà, c'est cette histoire. Et j'ai voulu lui rendre hommage à François Renaud lorsque j'étais membre du conseil municipal de Lyon. Ensuite, j'ai fait voter par le conseil municipal qu'on donne le nom de François Renaud au parvis qui se trouve devant le palais de justice, les 24 colonnes sur les quais de Saône, qui portent aujourd'hui son nom. Il se trouve aussi que, justement, le côté palais luxueux, ça vous intéresse pas. Votre premier bureau, je crois, avec votre greffière, c'était une petite pièce avec les dossiers par terre. Ben oui, parce que toutes les cabinets d'instruction étaient nichés sous les combles du magnifique et majestueux palais de justice gréco-romain, de l'architecte Baltard. Ces 24 colonnes, alors les Lyonnais l'appellent les 24 colonnes. Et il y a des salles d'audience absolument splendides, historiques. Hein. Même le mobilier a été fait par l'architecte Baltard, cour d'assises solennelle et tout. Mais les petits bureaux des juges d'instruction, ils étaient dans les combles. Et on entendait, il y avait encore l'Institut de médecine légale qui était encore là-bas. On entendait les coups de feu du médecin légiste qui tirait pour faire des comparaisons d'armes. Et c'était extraordinaire.
Mais on était tellement heureux d'exercer ces fonctions. En même temps, vous êtes dans ce bureau, mais à l'extérieur, parce que quand on débute, il faut se faire un réseau aussi, pas d'informateurs, mais un relais de gens de confiance qui est pas simple au départ. Attention, le réseau pour un juge, c'est le réseau dans la police. Hein. Oui, exactement. Voilà, donc oui, il faut gagner la confiance de la police judiciaire, notamment, vous savez. Et je crois que je l'ai gagné très vite. Et quand j'ai vu ce dossier Renault, j'ai passé toute la nuit dans mon cabinet, je n'ai pas décroché. J'ai lu tout le dossier, toutes les pièces de l'époque, les articles de presse. Et le lendemain, j'avais appelé M. Richardot, le directeur de la police judiciaire. Je lui ai dit, monsieur le directeur, vous avez une commission rogatoire encore sur cette affaire? Il m'a dit oui. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, mais pour nous, c'est le dossier numéro 1. Et alors là, je me suis lancé avec lui. Et on a vraiment mis tous les moyens qu'on a pu. Hein. Et puis, vous avez une caractéristique, Georges Fenech, vous avez toujours travaillé en votre âme et conscience. En votre âme et conscience, on l'a un peu oublié, c'est la première émission de télévision de Pierre Dumayet, Pierre Desgros et Igor Barrère, où il y avait une histoire qui était jugée par le public en leur âme et conscience. Et ça a toujours été important pour vous. Oui. La justice, elle repose certes sur des preuves, mais c'est toujours en son âme et conscience. Vous savez, le code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises clôture l'audience, il dit au juré, avant de se retirer pour délibérer, il cite un article du code de procédure qui dit et qui se termine par posez-vous une seule question, avez-vous une intime conviction? En mon âme et conscience, intime conviction. Et si j'ai un doute, j'acquitte. Et ce qui est étonnant dans votre parcours, Georges Fenech, c'est que vous êtes toujours tombé sur des affaires dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque, qui n'étaient pas médiatisées, mais qui le sont depuis, comme des affaires de fausses factures ou de sectes. C'est la fausse facture. Alors là, je crois pouvoir dire, et les journalistes de l'époque peuvent en témoigner, j'ai été, par le hasard des permanences, le premier à ouvrir la boîte de Pandore. Puisque j'ai été le premier sous la Ve République à découvrir une affaire de financement occulte d'un parti politique qui visait à l'époque le Parti Socialiste, la Fédération du Parti Socialiste du Rhône. C'était Charles Hernu, ancien ministre de la Défense, très proche de Mitterrand, qui était visé. Vous vous rendez compte? Branle-bas de combat au ministère de la Justice, partout. Une affaire de fausses factures. Il y a des entreprises qui payaient les affiches, parce qu'à l'époque, il y avait des grandes affiches, hein, il n'y en a plus maintenant, qui payaient des factures avec des affiches avec de la fausse facturation. En fait, c'était de l'argent qu'on mettait dans les caisses des partis. Contrepartie de marché public, enfin c'était des très mauvaises mœurs. J'ai découvert. Et alors, il fallait pas le découvrir. À tel point que j'ai été dessaisi de cette affaire, qui a donné lieu à la première loi d'amnistie. Vous imaginez d'où on vient? Vous imaginez aujourd'hui des politiques s'auto-amnistier, ça n'est plus possible. Et ils sont arrivés immédiatement après, le juge Jean-Pierre Claffey-Roba, le juge Van Ruymbeck, et toute cette race nouvelle de juges qui ont conquis un pouvoir et qui ont été voir là où jusqu'alors on ne regardait pas. Mais être dessaisi comme ça, c'est très dur quand on a beaucoup travaillé comme vous, Georges Fenech, pour trouver ce dossier. C'est des moments difficiles à vivre. Oui, je me souviens, le président me convoque, Monsieur Fenech, voilà, j'ai été juge d'instruction avant vous, je sais ce que c'est. Mais voyez, vous faites l'objet d'une plainte. Oui, parce que la personne que j'avais mis en garde à vue a déposé plainte contre moi pour atteinte à sa liberté. D'accord. Je dis, Monsieur le Président, si maintenant il suffit de déposer une plainte contre son juge pour s'en débarrasser, ça va faire jurisprudence. Bon, j'ai pas cherché d'histoire et au fond, l'histoire m'aura donné raison puisque aujourd'hui on a plus vraiment ces mauvaises mœurs comme il y avait à cette époque. Hein. Et les sectes aussi, personne n'en parlait à l'époque. Là aussi, vous voyez comme quoi j'ai eu un parcours marqué par des premières, où j'ai instruit la première affaire de secte en France et en Europe d'ailleurs, l'église de Scientologie. Par le hasard aussi d'une plainte qui m'a été adressée par une dame, Nelly Vick, qui a vu son mari se défenestrer sous ses yeux et de ses enfants du 12e étage d'une tour de la Duchère, qui était sous l'emprise de l'église de Scientologie. Et là, je vais découvrir une organisation internationale, découvrir ce que c'est que l'emprise sectaire, et qui va m'amener à ne plus jamais quitter, effectivement, ce combat. Et un combat qui pourrait donner lieu à des scénarios de films, parce que finalement... Il y en a eu. J'ai fait beaucoup de documentaires moi-même. Il y en a un qui a fortement marché, je vous le recommande d'ailleurs parce qu'il est toujours sur Netflix, qui est Raël, le prophète des extraterrestres.
J'ai participé activement. Mais moi, j'ai fait la première interview de Claude de Vorillon. Il s'appelait il est arrivé chez Bouvard. J'étais son assistant. Il est arrivé pendant des heures. On a essayé de le coincer, Bouvard ou moi, sur ces sujets. On n'y est jamais arrivé. Et puis il y a eu, je me souviens, et il y a eu surtout aussi, le grand échiquier avec Jacques Chancel, où on invite Claude Vorillon, qui dans les volcans d'Auvergne a été enlevé par des extraterrestres et s'est retrouvé sur la planète Sirius, je crois. Un banquet absolument, le banquet du millénaire, puisqu'il avait tous ses demi-frères à côté de lui, Jésus, Mahomet, enfin tous les Bouddhas, tous les grands prophètes, puisque lui-même était conçu d'un extraterrestre et d'une terrienne, voyez-vous. Et ça, vous vous rendez compte que ça a marché jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il vit au Japon, je crois. Ça se passe très bien. Mais je me souviens très bien de ces heures passées. Bouvard m'a déguisé en extraterrestre à la télévision pour arriver devant lui. Il n'a pas bougé, il n'a pas scié. Non, mais je crois qu'il a fini par se convaincre lui-même que tout cela était vrai. Voilà. Alors ça, c'est votre parcours de juge. Et puis, il y a ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 7 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Georges Fenech. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Georges Fenech, on a évoqué votre parcours que vous évoquez en filigrane dans ce livre qui est sorti le 7 mai 2025, Hermine, aux éditions Guy Trédaniel. C'est un livre qui évoque une histoire d'amour avec quelqu'un dont la presse People a beaucoup parlé. Et c'est un livre que vous avez écrit au départ sans imaginer le sortir. Oui, j'avais besoin de lui parler. Comment lui parler? Sinon par l'écriture, par ses poèmes, voilà. Et j'ai ressenti ce besoin. Et pendant 1 an, j'ai écrit petit à petit ce livre, mais je ne pensais pas, en réalité, le publier. J'avais déjà un éditeur qui n'était pas chaud non plus pour le publier, j'en avais parlé. Et donc, ça en était resté là, et c'était pour moi, voilà. C'était pour moi et pour elle. Et vous avez changé d'avis finalement, et c'est très bien ainsi. J'ai changé d'avis à cause d'un éditeur. Parce que dans mon dos, quelqu'un de très proche l'a adressé sans m'en parler à un éditeur. J'étais furieux. Elle est là, dans vos studios d'ailleurs. Oui, mais il ne faut pas le regretter. Je la remercie beaucoup parce que ça a été une libération pour moi, véritablement. Et donc, M. Guy Trédaniel m'a appelé en personne pour me dire, mais il faut publier, M. Fenech, il faut publier. Alors, ce livre, donc, c'est votre histoire d'amour avec Hermine de Clermont-Tonnerre, qu'on appelle princesse, qui est fille d'un duc, mais qui a été un personnage étonnant, un personnage de la vie parisienne que j'ai bien connu, que je voyais souvent dans les soirées, et qui faisait partie de ces jet set, c'est-à-dire ces gens qui courent d'une soirée à l'autre, souvent d'un pays à l'autre, et qui sont des soirées mondaines gérées pour se retrouver entre amis célèbres. Mais bon, la fille d'un duc, c'est une des plus grandes familles françaises. Hein. C'est l'un des 8 duchés les plus importants, les Clermont-Tonnerre, qui a marqué toute l'histoire de France. Et au départ, vous n'êtes pas lié à cette famille. Mais pas du tout. Et tout commence dans un restaurant. Tout commence, comme je le raconte de manière évidemment romancée. Bien sûr. Mais ça part de cette réalité. Je la vois pour la première fois à la Maison du Caviar, dans cet établissement très prisé. Près des Champs-Élysées, oui. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se fait remarquer. Comme toujours. Elle ne passe pas inaperçue. Elle se fait remarquer à tel point qu'elle vient jusqu'à ma table, alors que j'étais en train de dîner, voilà, et elle me montre sur son iPad ses œuvres. Elle me dit, voilà, j'ai un vernissage dans 1 mois, je voudrais que vous veniez, je vous invite. Elle vous a reconnu, elle vous a appelé monsieur le juge. Elle m'a pris, je me suis levé de table, nous avons eu un aparté devant tout le monde, quoi. Elle m'a appelé monsieur, elle m'a reconnu, oui. Moi, je la connaissais pas, au fond. C'était quelqu'un tout à fait étranger à votre univers. Complètement. D'abord, nous étions l'opposé total. Hein. Moi, raide comme la justice, elle mondaine, rayonnante, lumineuse, provocante, rebelle. Moi, né, comme vous le disiez, au bord du désert, elle, dans une grande famille. Donc, tout nous opposait en réalité. On n'était pas fait pour se rencontrer. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, voilà. Justement, quand vous l'avez rencontré, du jour au lendemain, votre vie au fond de vous-même a changé. Georges Fenech. Moi, j'étais en rupture à ce moment-là. Et puis, je ne pensais plus qu'à elle, quoi. Et j'attendais, mais comme je n'osais pas faire le premier pas, c'est elle qui l'a fait en réalité. Puisqu'après le vernissage, où je me suis rendu, mais il y avait tellement de monde, j'ai reçu un message pour dire déjeuner à la mascotte demain, monsieur le juge. Très bien. Des ordres, hein. Et j'y suis allé, je l'ai vu débarquer, mais comme une trombe, avec son vélo, son braque de Weimar. Madame.
Et là, c'était une fulgurance pour moi. Et on a ri pendant tout le repas. Oui, parce que la Mascotte, c'est un restaurant de Montmartre, car à l'époque, vous habitez Montmartre. À Montmartre, vous errez pendant des semaines en attendant qu'elle... J'espère la croiser. Voilà. Parce que c'est la reine, un petit peu la marraine de Montmartre. L'église Saint-Pierre, c'est son jardin à elle. J'ai vu avec le prêtre, hein, et c'était vraiment son jardin. Et elle m'avait dit, je vous ferai découvrir mes secrets jardins, mes jardins secrets de Montmartre, que je ne connaissais pas comme elle les connaissait. Et nous partions en pleine resquille. Nous étions, parce que je devrais pas le dire hein, pour un juge, on enfreignait le règlement, en fait, le confinement. Oui, voilà. Car votre rencontre s'est déroulée pendant le confinement. Il fallait bien vivre cet amour naissant, donc c'était pas possible. Et comme elle ne s'en laissait pas compter, eh bien, elle arrivait sous des prétextes avec des faux papiers, des fausses autorisations de sortie, etc. Et en réalité, on allait à Montmartre. En même temps, on n'a jamais vu autant de gens faire du jogging dans les rues avec des autorisations. C'est sûr. Et il y a le propriétaire d'un boa qui se fait coincer dans les rues de Marseille parce qu'il se promenait avec son boa autour du cou et il dit l'animal a besoin de prendre un peu d'air. Ça n'a pas marché. Ça, c'est pas dans mon roman. Non, ça, c'est une histoire authentique. Oui. Et c'est vrai que ce Montmartre, vous évoquez notamment la place Dalida. Oui. La place Dalida avec son buste en bronze. Et vous étiez en train de rêver autour de la place Dalida. Oui, parce que d'abord c'est Dalida, c'était une chanteuse et elle me rappelait tellement ma mère. Et puis il y a un adage, enfin une croyance qu'en caressant le buste de Dalida, ça portait chance en amour. Donc je passais tous les soirs par le buste. Et la place Dalida est aujourd'hui le deuxième lieu fréquenté de Montmartre derrière le Sacré-Cœur. Tellement elle était populaire. Eh oui. Et elle vivait à quelques centaines de mètres. Grâce à son frère Orlando qui maintient aussi sa mémoire. Sa mémoire. Et elle avait une maison qu'elle avait achetée. Oui, je la vois très bien. Quand elle était avec le peintre Jean Sobieski en 62, elle avait acheté cette maison qui est devenue son refuge et qui est devenue un lieu de légende. Alors, il se trouve donc, vous la retrouvez et ça va immédiatement se concrétiser, mais presque intellectuellement par des poèmes au départ, Georges Fenech. Oui, moi j'étais dans une relation très particulière avec elle, une relation spirituelle, poétique. Je vivais un conte de fées. Exactement. Voilà. Et ça me suffisait. Ça me remplissait de bonheur. On s'effleurait les mains, on se faisait des petits bisous, et voilà, j'allais la chercher, je l'amenais dans un restaurant ou au cinéma, quand on pouvait le faire encore. Elle aurait voulu plus de mondanité. Moi, j'étais plutôt en retrait par rapport à ça. J'ai accepté 1 ou 2 fois quand même. C'est là que j'ai vu des gens de la fête, disons, de Saint-Tropez et autres. Je vais pas donner de nom, mais enfin, il y a quelques noms qui, voilà. Il y a Massimo Gargia que j'ai appelé autrement. Voilà. Mais qui lui a organisé, qui est un génie dans le genre, qui a créé son propre journal The Best, et donnant des prix qu'il attribue lui-même pour ensuite avoir des subventions. C'est un génie dans le genre. Absolument. Mais voilà, donc on se retrouvait, mais ça n'a pas duré puisque le confinement est arrivé. Alors, justement, non seulement c'est une histoire incroyable, mais ces poèmes, pourquoi écrire des poèmes entre vous? C'était un code? Écoutez, on avait une relation très, très particulière. Et bon, c'est toujours vous voyez. C'est étonnant. Voilà. Et c'était pas une marque de snobisme, ni de sa part, ni de la mienne. C'était spontané. Ça faisait sourire beaucoup et rire nos amis autour de nous. Mais voilà, ça, c'est toujours vous voyez. Et on s'écrivait par poème. Alors, j'en ai publié quelques-uns qui est en forme de réponse. Notamment, il y en a un qui est très parlant. C'est celui où, à partir du moment où le confinement est ordonné, elle m'envoie une lettre comme on envoie, comme une épouse envoie une lettre à son mari qui part à la guerre, quoi. Voyez-vous? Et elle me dit, mais qu'allons-nous faire le jour où nous serons libres, à nous aimer, voyager, etc. Toutes ces questions qui sont restées en suspens. Mais Ferrand, c'était une relation d'un autre temps. Elle vous appelait mon amoureux. Oui, moi je l'appelais ma princesse. Oui. Il y a une chose que j'ai pas écrit dans le roman, d'ailleurs, c'est que je compose un petit peu pour m'amuser, comme ça, avec 2 ou 3 accords. J'avais composé une chanson sur la princesse. Ça l'avait rendue heureuse, elle la faisait écouter partout. J'avais composé aussi un poème en allégorie. J'ai fait une sorte de poème de Jean de La Fontaine à partir du renard que mon nom évoque et de l'hermine que son prénom évoque. Finalement, c'est l'hermine qui gagne sur le renard. Et l'hermine qui est aussi le manteau quelquefois de certains magistrats. Et l'hermine que nous portons, nous magistrats, sur les épaules avec l'épitoge en hermine.
Et puis, ben justement, il y a une chanson aussi qui évoque cette histoire d'amour pas comme les autres. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. Plume d'ange J'ouvre de les Claude yeux. Nougaro, qui est au départ un conte musical de 77 qu'il a fait, qui est une phase d'un disque. Et ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'il s'interroge dans ce texte sur sa ressemblance physique avec Colombo. Ah non, ça je ne C'est savais pas. extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Oui, Ouais. mais il y a une très grande cohérence dans tout cela. Hein. Ce sont des signes. Et alors, pourquoi cette chanson était presque quelque chose d'important pour vous et pour Hermine de Clermont-Tonnerre? Parce qu'elle croyait aux signes de Céleste. Elle était très croyante, véritablement. Et un jour, nous allions fleurir la tombe de Michel Galabru, le comédien, puisqu'elle était très amie, et je le deviendrai avec Emma, qui est elle-même comédienne, sa fille. Et nous avons été fleurir ensemble sa tombe, et à ce moment-là, il y a une plume qui tournoyait, qui est tombée dans le cimetière. Et elle m'a dit, c'est un message que je vous envoie. Et ça m'a beaucoup interpellé, et à chaque fois, et là, quand j'ai terminé ce roman, il y avait une plume dans mon salon, mais une très belle plume, alors, elle est rentrée par la fenêtre, j'ai pas de cheminée, hein, que j'ai conservée précieusement. Et donc pour moi, la plume, c'est vraiment le symbole d'un message qui vient d'ailleurs. Et c'est ça. C'est dans des traditions ancestrales, et Claude Nougaro le dit bien, si tu portes cette nouvelle à un seul y croit, tu sauves l'humanité. Ce qui est étonnant dans ce livre, ce sont justement les signes, ce sont les voyances, ce sont ces signes de l'au-delà que vous évoquez avec une croyance et une certitude étonnante, Georges Fenech. Oui, je crois que je me suis un peu... Enfin, je constate que je me suis ouvert. On dit, on ouvre son cœur, voilà. À un moment de ma vie, après ce drame qui est arrivé avec Hermine, on se pose beaucoup de questions sur le deuil, sur la vie après la mort. Et voilà, donc je crois qu'elle est là, et puisque nous en parlons, elle doit certainement nous écouter. Mais non seulement beaucoup de gens se posent, mais le premier à avoir raconté ça dans un livre, c'était Raymond Moody, un docteur américain philosophe, qui a fait un livre, La vie après la vie, traduit en France par Paul Misraki, compositeur de Tout va très bien, Madame la Marquise, qui a été un énorme succès. C'est la première fois qu'on expliquait qu'il se passait quelque chose sans doute après la vie. Oui. Et ça, vous en avez aujourd'hui par ces signes, la certitude. Oui, et je vous en prie, laissez-moi y croire. Mais il n'y a aucune raison de ne pas vous laisser y croire. Non, j'entends les critiques. C'est l'ancien président de la mission contre les sectes. Mais c'est de la croyance. On a le droit de croire sans être vilipendé, voyez-vous. Moi, je ne demande pas à ce qu'on croit, à ce que je crois. Je dis comme je le ressens. Et quand j'invoque le souvenir très présent de ma grand-mère, qui était une voyante, à Florence. Elle vivait à Florence après le rapatriement de Tunisie, puisqu'elle était italienne. Et je me souviens, voilà, tout Florence défilait chez elle. Donc j'ai baigné dans cette culture de la connexion avec l'autre monde. Et ce qui est étonnant aussi, c'est, vous le dites dans ce livre, Georges Fenech, c'est finalement, on n'a jamais compris cet accident qui a coûté la vie à Hermine de Clermont-Tonnerre. On ne le saura jamais. Elle était dans une ligne droite, à moto, elle adorait la moto. C'était pas un accident. Je l'ai dit. Pour moi, c'était pas un accident. Nous étions une douzaine d'amis qui fêtions le déconfinement dans cette auberge privatisée dans la vallée de la Chevreuse. Ils étaient pratiquement tous arrivés à moto, sauf deux, puisque moi, je ne suis pas un motard. Donc, je l'avais amené avec moi en voiture. Et donc, à la fin de cette journée festive, à 18h, les motos ronflaient sur le parking, et moi, j'étais déjà dans ma voiture, j'attendais qu'elle monte. Je voyais qu'elle n'était toujours pas là, je redescends de ma voiture, et je la vois enfourcher une moto chopper, comme les Harley Davidson qu'elle avait toujours pilotées. Je m'approche, elle décolle, elle démarre, je dis Lulu, qui est le propriétaire de la moto, il dit mais t'inquiète pas, elle m'a demandé de lui prêter, elle fait le tour comme ça des maisons, elle va revenir. C'est juste pour l'essayer. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et là, j'ai la boule au ventre, et je dis mais fonce. Il a sauté sur notre moto, il nous a appelés, on l'a retrouvé au pied d'un arbre, elle s'était fracassée, la pauvre. Donc quand je dis que c'était pas un accident, elle ne circulait pas à moto, c'est ça que je suis en train de vous dire. Oui. Elle voulait jouer avec cette moto, comme on joue avec le destin. Moi, j'ai cette toute dernière photo qui a été prise par une amie. Elle a les mains comme ça, elle prit les yeux au ciel, un chapeau pliable
très élégant. Et notre amie qui l'a dit, mais que fais-tu? À quoi penses-tu? Elle n'a pas répondu. 1 heure après, elle était partie. Comme si elle savait qu'elle allait quitter ce monde, quoi. C'est quelque chose d'absolument saisissant. En tout cas, ce livre est bouleversant. On en apprend beaucoup sur vous, et sur vous et sur elle, avec ce conte de fées qui se termine tragiquement. Merci de l'avoir écrit. Si vous me permettez, Oui. si j'ai aussi écrit, c'est pour tous ceux qui l'ont aimé, connu, pour leur dire, elle est morte tragiquement jeune, mais je crois pouvoir dire en plein bonheur. Exactement, Voilà. et c'est presque l'essentiel de la vie, Voilà. le bonheur. Ça s'appelle Hermine, c'est audition Guy Trédaniel. Merci Georges Fenech, et puis continuez à vivre heureux, c'est Merci, l'essentiel. Jacques. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.